Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, on va parler en fait des recommandations internationales sur le SDRA pédiatrique. Donc, je vais vous présenter un petit peu l'historique, donc avec les recommandations de 2015, l'évolution, et plus que vous faire, il y a 147 recommandations qu'on a faites. Plutôt que de vous les lister et de faire un listing, je vais vous expliquer un petit peu la philosophie et certains points qui sont importants, et notamment les différences qu'on peut avoir avec l'adulte. Alors, pour reprendre un petit peu l'historique des recommandations sur le SDRA, vous savez, première description en 1967, il faut attendre 1994 pour avoir cette conférence de consensus européenne et américaine, modifiée avec la définition de Berlin en 2012, et il faut attendre 2015 pour avoir les premières recommandations pédiatriques, donc les recommandations du PALIC. 2 ans après, sous l'égide de la Société européenne de réanimation pédiatrique et néonatale, il y a la définition de Montreux qui s'intéresse cette fois au SDRA néonatal, justement. Alors, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais qui s'intéressait justement à dire attention, ce ne sont pas que des pathologies néonatales, il y a des formes de SDRA, et voilà le gap, notamment chez le petit enfant. Et puis, donc, à partir de 2021, donc il s'est passé 6 ans, donc la révision des conférences de consensus, donc avec le PALIC 2. Et vous savez que 2023 est quand même une année phare sur le SDRA, avec la nouvelle définition de Mattei et puis les guidelines européennes de l'ESICM qui sont parues. Je ne vais pas toutes les détailler, je vais m'intéresser surtout à la définition et puis voir un petit peu les modifications avec la définition adulte. Alors, en 2015, recommandations pédiatriques qui avaient... Donc, c'était 27 experts, c'était 2 ans de travail, c'était 151 recommandations. Et vous voyez qu'en fait, on a introduit 2 notions dans ces recommandations qui étaient importantes, qui étaient l'utilisation de l'index d'oxygénation plutôt que le rapport PaO2 sur FiO2, comme on peut avoir chez l'adulte. Avec l'idée, il y avait 2 idées derrière. C'est la première que très souvent, en pédiatrie, les niveaux de PEP ne sont pas forcément très élevés et que les patients ne sont pas forcément optimisés. Donc l'intégration finalement de cette pression moyenne dans le calcul permettait d'ajuster un petit peu la gravité des patients lorsqu'on utilise des niveaux de PEP qui sont plutôt bas. Et la deuxième notion qui est hyper importante, c'est l'intégration de l'index de saturation-oxygénation, donc qui va se baser sur la SPO2. Vous savez qu'en réanimation pédiatrique, il y a une invasivité moindre de la prise en charge des patients. On l'a parlé sur la bronchiolite, mais c'est vrai aussi sur le SDRA. Et donc, cette possibilité de définir la gravité du SDRA sur cet index de saturation, de saturation et d'oxygénation. Notion importante pour que en fait la SPO2 soit finalement un reflet de la PaO2, il faut qu'il y ait une saturation qui soit inférieure à 97%. Vous savez qu'au-delà, avec la courbe de dissociation de l'hémoglobine, en fait vous êtes beaucoup moins prédictif, à 98, 99 ou 100%, vous êtes beaucoup moins prédictif de votre PaO2. Et la deuxième chose, c'est qu'il y avait du coup une définition pour le SDRA en ventilation non invasive, mais cette fois sans critères de gravité, et puis et qui se basait sur le rapport PaO2, et puis la définition de ce qu'on appelle les patients à risque, c'est-à-dire des patients qui ne remplissaient pas l'ensemble des critères. Et on va y revenir parce que ça fait l'objet de pas mal de discussions. 10 ans plus tard, quasiment, on a en fait les résultats de l'étude PARDI. Donc l'étude PARDI, c'est une étude qui a été menée dans la suite de la définition du PALIC 1, donc qui a réuni 145 réanimations pédiatriques à travers le monde, et c'est 744 enfants. C'était un jour donné, en fait, sur une dizaine de semaines, avec la participation notamment de réanimations pédiatriques françaises, et donc qui a permis en fait de valider. L'idée, c'était de valider cette définition qui se basait sur cet index d'oxygénation et sur l'index de saturation oxygénation.
Il y a eu des petits changements dans les pratiques ventilatoires également, avec le haut débit nasal qui a quand même fait une émergence importante, la VNI aussi, et donc il y a eu aussi un petit peu des études adultes. Donc voilà, 10 ans plus tard, l'idée c'était de remettre à jour, donc c'était 57 experts, tous les continents et tous les continents étaient représentés, 14 pays, et puis il y a eu 2 nouvelles sections, surtout sur les données et les outils d'aide à la décision clinique, et puis l'implémentation dans les pays à ressources limitées. Alors, l'étude Pardy, si on en retient les principaux messages, je dirais qu'il y en a 2. Donc, vous voyez, c'est 23 000 patients admis dans les réanimations, 744 enfants, 708 qui ont été analysés. Et la première chose qu'on voit, c'est ce que je vous ai mis en vert et en rouge, c'est qu'en fait, la mortalité dans le groupe léger et modéré est quasiment la même. Et on a un vrai décrochage de la mortalité chez le patient grave, donc défini par un index d'oxygénation supérieure à 16. Donc ça, c'est un des premiers messages, et vous allez voir qu'on a été obligé d'en tenir compte dans la nouvelle définition. Autre message aussi, c'est en fait, on a souvent tendance à dire oui, le SDRA en pédiatrie, il y a moins de mortalité. On a quand même 32% de mortalité dans le groupe grave à travers le monde. Donc voilà, la mortalité dans le SDRA pédiatrique est quand même important. Deuxième message important, en fait, c'est l'intérêt d'avoir mis un index de saturation oxygénation. C'est que si on prend juste le rapport PO2 sur FiO2, en fait, il y a seulement 32% des 708 patients qui auraient pu être définis comme ayant un SDRA et classifiés dans le SDRA. Troisième message qui est important, c'est en fait lorsqu'on regarde la gravité des patients et la prédiction de la mortalité avec les différents indices qu'on a, en fait on a une grosse différence entre le moment où on fait le diagnostic de SDRA et le moment où, quand on regarde à H6, puisqu'on regardait en fait toutes les 6 heures, on relevait l'ensemble des paramètres et on les fournissait. Et en fait, il y a une meilleure prédiction de la mortalité lorsque en fait on a la gravité à 6 heures dans cette étude. Et vous allez voir que c'est également un élément qu'on a pris en compte dans la définition. Alors la nouvelle définition, alors on réitère exactement la même chose que ce qui avait été écrit en 2015, et notamment à la différence des adultes. Vous savez que ça fait l'objet de nombreux débats, c'est est-ce qu'on peut définir un SDRA comme unilatéral ou bilatéral. En tout cas, dans la définition pédiatrique, on a confirmé et on est plus explicite que sur la première version, en disant clairement, voilà, ça peut être unilatéral ou bilatéral. Vous savez que dans la définition de Mattei de cette année, c'est la confirmation que c'est des opacités bilatérales. La deuxième chose, c'est on va définir le SDRA donc en ventilation invasive par un index d'oxygénation supérieur ou égal à 4 ou un OSI supérieur ou égal à 5, et en ventilation non invasive, un P sur F inférieur ou égal à 300 ou un rapport SPO2 sur FiO2 inférieur à 250. On a juste arrondi le chiffre, avant c'était de mémoire 262, on a mis 250. Vous voyez qu'en fait, aussi intérêt, donc déjà en 2015 on avait intégré la possibilité de définir le SDRA sur des critères non invasifs, et en fait ça fait partie maintenant de la définition, et vous voyez qu'on retrouve, alors, avec des valeurs qui sont légèrement différentes, qui peuvent être discutées, mais toujours la même notion de SPO2 inférieur ou égal à 97%, et la possibilité dans la définition adulte de définir le SDRA également sur des éléments non invasifs. Ensuite, on va définir les patients qui ont... Alors, ça peut être tout l'objet, ça fait l'objet vraiment de beaucoup de discussions parce qu'on fait beaucoup de catégories. Donc, il y a les patients qui ont un SDRA, on l'a vu, avec les critères en VI et en VNI. Ensuite, il y a les patients qui ont un ARDS possible. C'est ceux qui sont essentiellement sous haut débit nasal, parce que l'ensemble des experts n'étaient pas prêts à définir en fait le SDRA sous haut débit nasal, ce qui n'est pas le cas pour le coup des adultes qui l'ont intégré dans leur définition. Donc avec de l'HFO, du haut débit nasal supérieur ou égal à 30 litres minutes, on a globalement nous les mêmes valeurs qui sont ressorties. Mais du coup, c'est une catégorie de patients qui ont un ARDS possible et qu'on n'a pas intégré. Et puis après, la dernière catégorie qu'on avait déjà dans la définition de 2015, qui est l'ARDS, le à risque d'ARDS. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important.
parce que en fait, on s'est rendu compte dans la définition de Pardy que, dans l'étude Pardy, que lorsque on mettait une étiquette sur le patient, en fait, il y avait une optimisation qui se faisait après. Et c'est pour ça que probablement la prédiction de la mortalité est meilleure à H6 que H0. C'est qu'à partir du moment où on a mis une étiquette sur le patient en disant ce patient, il est en SDRA, et d'emblée, on va faire un certain nombre de modifications de notre prise en charge. On va augmenter notre PEP, on va réduire notre VT, on va surveiller notre pression plateau. Et que tout l'intérêt de définir ces patients à risque, c'est de se dire attention, celui-là, il est à risque, donc déjà, je vais le surveiller et peut-être je vais l'optimiser. Et c'est ce qu'on retrouve dans la définition et c'est pour ça qu'on a pris la décision de faire la stratification de la gravité qui se fera à H4 au moins, H4, H6. Dans l'étude Pardy, c'était H6. On a dit qu'à H4, si on veut les inclure dans les études, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc, les patients sont en SDRA à H0 et à H4, on regarde les index d'oxygénation et à ce moment-là, on peut les classifier avec seulement 2 catégories. Du coup, on a supprimé, il n'y a plus que 2 catégories. Les légers modérés, donc pareil, ça fait l'objet de plein de débats de savoir comment on appelait ces catégories, et les sévères. Et également, en ventilation non invasive, on a défini, sur la première définition, on ne mettait pas de définition de gravité sur la ventilation non invasive. Et finalement, dans cette définition, on l'a pris en compte, et je vais vous montrer un petit peu pourquoi. Donc, message important, le SDRA, il est diagnostiqué à H0 et on définit la gravité à H4 sur les index d'oxygénation. Pourquoi on a intégré des niveaux de gravité? Parce que en fait, on était persuadé que les patients qui avaient des SDRA sévères ne seraient pas mis en VNI puisque ça fait partie de l'ensemble des contre-indications qui sont citées un petit peu partout. Et quand on a pris, donc ça c'est une étude ancillaire de l'étude Pardy, lorsqu'on a repris les choses, en fait on s'est rendu compte qu'il y avait quand même 40% des patients qui avaient un rapport PaO2 sur FiO2 inférieur à 100 sur ces patients-là. Donc en fait 40% des patients qui avaient un SDRA sévère au vu des définitions adultes et même pédiatriques et qui étaient inclus dans ces études. Ce qui était intéressant, c'est ce que je vous ai mis en bas à droite, c'est qu'il y a quand même un taux de succès qui est de 64% lorsqu'on n'a pas de critères de facteurs de risque. Et les 3 facteurs de risque qui ressortaient, c'était le score pélode non respiratoire supérieur à 2, l'immunosuppression et puis l'hypoxémie. Et quand on a ces 3 facteurs de risque, il y a 0% de patients qui ont un succès de la VNI. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a intégré cette stratification sur la sévérité en VNI. Alors, sur les volumes, pas beaucoup de modifications. Globalement, 6 à 8 minutes par kilo et 4 à 6 minutes par kilo. La seule chose qu'on a rajoutée, il y a eu un papier qui était sorti, donc cohorte d'Amérique du Nord, où ils ont regardé en fait une très très grosse cohorte sur des enregistrements des EFR de patients. Et en fait, ce qu'ils ont montré, c'est que le volume des poumons était le reflet du plus petit poids entre le poids réel et le poids idéal. Globalement, les patients obèses ont les poumons qui ont le reflet de leur poids idéal et les enfants qui sont plutôt dénutris ou de petits gabarits ont plutôt les poumons de leur poids réel. Donc, dans ces recommandations, on dit qu'il faut calculer le poids idéal et en fait, on prend le plus petit des 2 poids pour l'ensemble des calculs qui sont faits, donc incluant le volume courant. Sur la saturation, donc on l'a dit, on l'a redit, les adultes le disent, attention, saturation inférieure ou égale à 97%, justement pour pouvoir utiliser les index non invasifs. Dans le cadre des formes sévères, on peut aller en dessous de 92%. Voilà, je vous ai remis les choses où les adultes redisent que c'est aussi inférieur ou égal à 97%. Et je crois que c'est un message. Nos alarmes de saturation supérieure doivent être réglées à 97%. Pour la PEP, bon, il faut la titrer et surtout ce qui ressort, c'est on a souvent tendance à se dire ah oui c'est des enfants, ils sont petits, il faut pas mettre des PEP élevés. Et en fait il y a 2 papiers qui sont parus donc en 2018 et 2021 et en fait qui
conclut exactement à la même chose. Donc on compare finalement les niveaux de PEP réglés par rapport au niveau de PEP recommandé sur les tables PEP FiO2, donc issus de la RDS Network. Donc vous savez qu'il y a les PEP hautes et PEP basses. Et en fait, on regarde les PEP basses. Et si la PEP, elle est réglée plus bas que les valeurs recommandées sur la table PEP basse des correspondances PEP et FiO2, donc c'est la partie supérieure ici que je vous ai mis, en fait il y a une augmentation de la mortalité. C'est ce qui est illustré ici, c'est-à-dire que si vous mettez une PEP qui est plus élevée, globalement vous avez une mortalité qui est stable. Par contre, dès que vous vous éloignez, et d'autant que le patient est plus sévère, vous avez une augmentation de la mortalité. Et c'est ce qu'on retrouve également dans ce papier-là, où en fait, le fait de ne pas adhérer, en tout cas de s'éloigner des valeurs PEP basses, PEP et FiO2, on augmente également la mortalité. Et en fait, voilà, je vous ai remis ces valeurs. Donc, ça veut, en fait, c'est simplement que lorsqu'on a 50%, on doit avoir une PEP au moins à 8. Lorsqu'on a 60%, une PEP au moins à 10. Alors, certes, il faut essayer d'aller individualiser cette PEP, mais si on n'a pas de possibilité d'individualiser cette PEP, il faut essayer, en tout cas, de voir si on peut atteindre ces valeurs-là. Bien sûr, ça prend en compte aussi l'évaluation hémodynamique. Les autres paramètres, vous savez, très à la mode, comme la driving pressure et puis la pression plateau. Pression plateau, on reprend exactement la même chose, il n'y a pas de modification, 28 et 32. Et puis, il y a la notion de driving pressure, de mechanical power et tous ces nouveaux concepts. En fait, on a peu de données pédiatriques. Quand même dessus. On a quelques données, donc globalement, on ne peut pas bien les recommander. Et pour la driving pressure, en fait, on dit qu'il faut la monitorer, mais on n'en fait pas un objectif de modification de ventilation parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun papier pédiatrique qui permet de dire si je règle mon volume courant après avoir réglé ma PEP pour essayer d'avoir une driving pressure qui est inférieure ou égale à 15 cm d'eau, ça va améliorer mon patient. On n'a pas de littérature, donc on dit qu'il faut le monitorer, mais qu'est-ce qu'on en fait exactement? C'est toujours un petit peu la difficulté de ces recommandations. Et vous savez que chez l'adulte, on est en train de voir pour baisser encore un petit peu ces objectifs de driving pressure, plutôt à 12. 3%, en fait, c'est bien de dire tout ça, mais 3%, c'était le 3% des patients dans l'étude PARDI. Étude PARDI, 744 patients, 145 réanimations, plutôt des centres qui ont sensibilisé en tout cas au SDRA pour avoir participé. C'est 3% de patients qui ont un monitorage systématique de leur pression plateau en SDRA dans ces réanimations. D'accord ? Donc en fait, le message, c'est oui, c'est bien d'aller sur la driving pressure sur tous les autres paramètres. Déjà, si on arrive à avoir 100% de monitoring systématique de tous nos patients avec de la pression plateau, ça sera déjà bien. Alors, probablement que ça a évolué puisque ces données datent un petit peu. Mais voilà, en tout cas, c'est un des messages, je crois, qu'il faut faire passer dans nos réanimations. Sur la ventilation non invasive, un message, c'est 6 heures d'essai, soit le patient s'améliore, soit il ne s'améliore pas, mais au-delà de 6 heures, s'il ne s'améliore pas, il faut l'intuber. Et puis, humidification systématique recommandée, ça on le retrouve dans toutes les recommandations pédiatriques. On ne fait pas de ventilation non invasive avec des filtres en pédiatrie, sauf si c'est temporaire, mais parce que ça augmente l'espace mort, ça n'humidifie pas suffisamment. On utilise des bundles, donc des protocoles de ventilation. Au sein de chacune des réanimations, il doit y avoir ces protocoles. Vous pouvez utiliser ceux qui sont proposés. Pourquoi? C'est ce que je vous dis, c'est ce qui a été démontré. C'était déjà connu avant pour plein de pathologies, mais ça a été redémontré dans le cadre de l'étude PARDI. C'est qu'en fait, quand on pose un diagnostic, à ce moment-là, quand on met l'étiquette à RDS, eh ben, on découle toute notre stratégie de prise en charge, donc le VT, la PEP, le monitoring, et c'est pour ça qu'on fait la stratification AH4. Les thérapeutiques hautes, je ne vais pas toutes les détailler, vous pourrez les lire, il n'y a pas de grande révolution. Alors quand je vous mets 3 points de suspension avec un point d'interrogation, c'est toujours les petites choses qui, moi, me dérangent un tout petit peu dans ces recommandations. Sur le décubitus ventral, en effet, il n'y a pas de littérature pédiatrique solide, mais il y avait de la littérature adulte. Il y a surtout une grosse étude, l'étude Prospect, qui est en cours. Donc c'est pour ça que les auteurs ont dit on ne peut pas le recommander, on attendra les résultats de l'étude Prospect. Pour le reste, je vous laisserai lire.
Un autre élément qui est important, c'est le post-réanimation, et ça a été repris avec une évaluation systématique à 3 mois, avec des évaluations respiratoires, et c'est peut-être là où on n'est pas toujours très optimaux, même si nos patients sont souvent suivis par les médecins généralistes et les pédiatres. Mais en fait, c'est vers eux qu'il faudrait faire cette information, parce que nous, on est sensibilisés à ça, mais eux le sont pas forcément. En conclusion, donc, des recommandations adultes et pédiatriques finalement qui convergent notamment sur la définition qu'on va utiliser avec des rapports, des indices non invasifs. L'importance de l'identification de la RDS, et c'est à partir de là que vont découler toutes les stratégies de prise en charge et d'optimisation du patient. Tant qu'on n'a pas mis l'étiquette à RDS, on ne va pas aller chercher des hauts niveaux de PEP. L'utilisation des index non invasifs, on en a parlé. L'utilisation de bundles et de protocoles à mettre en place dans nos réanimations. La sévérité en 2 groupes, donc ça c'est une grosse modification. Et par contre, pas de grande révolution dans la prise en charge. Voilà. Et puis c'est synthétisé ici et on est en train de traduire en français. Elles seront normalement disponibles d'ici cet hiver en français, ces recommandations. Je vous remercie pour votre attention.